Bonjour, je m'appelle Anna Molto, je suis rhumatologue à l'hôpital Cochin et je suis aussi chercheuse épidémiologiste au sein de l'unité INSERM UMR 1153 au sein du CRES à l'Université de Paris. Et c'est un plaisir de vous présenter aujourd'hui un petit séminaire, une webconférence sur la lecture critique d'articles. Et j'ai décidé, au vu de la conjoncture actuelle, de prendre l'exemple de l'efficacité thérapeutique de l'hydroxychloroquine pour l'infection au Covid-19. Tout d'abord, quelques rappels. Le but de la lecture critique d'articles, au fait, c'est de juger la validité scientifique, la fiabilité des résultats qui vous sont présentés et l'intérêt clinique d'un résultat pour modifier ou pas notre pratique clinique. Et généralement, afin de savoir si ces résultats sont fiables, il nous faut évaluer la qualité de l'évidence qui nous est fournie. Et en général, on la grade de très haute qualité à faible ou très basse qualité. On définit la haute qualité d'évidence quand on est très confiant que l'effet qui nous est présenté est très proche du vrai effet thérapeutique. Et on dit que l'efficacité est que l'évidence est de faible qualité quand on estime que le résultat qui nous est rapporté doit s'éloigner du vrai effet du traitement. Et donc, en général, quand on veut faire une gradation de la qualité d'évidence fournie en fonction du type d'essai, on dit que la plus haute qualité d'évidence provient des essais randomisés contrôlés, et puis viennent les cohortes, les cas contrôles, les études transversales et les séries de cas. Et par contre, les opinions d'experts, au fait, les avis d'experts, c'est des opinions, ce n'est pas de l'évidence. Même si c'est important pour la formulation de recommandations, on ne peut pas l'évaluer en qualité d'évidence. Si on veut faire très sommaire, on peut faire deux groupes, très haute qualité d'évidence pour les essais randomisés, et puis tout le reste, tout ce qui est observationnel, donc non randomisé, on peut l'appeler de faible qualité d'évidence. N'empêche qu'il y a quelques nuances, parce qu'il y a des facteurs qui peuvent venir polluer ou améliorer les études, le type d'études, notamment les biais, la consistance des résultats qui sont retrouvés une et autre fois dans plusieurs études observationnelles par exemple, l'imprécision des résultats, la largeur des intervalles de confiance qui sont fournis par exemple, ou les biais de publication. Et donc on peut se retrouver avec des essais randomisés qui sont en théorie de très haute qualité d'évidence, pollués par plein de biais de publication, d'inconsistance des résultats, qui au fait entraînent que même en étant un essai randomisé contrôlé, la qualité de l'évidence qui nous est fournie est très faible du fait de tous ces facteurs. Et en revanche, et on verra un exemple tout à l'heure que je vais vous présenter, on peut avoir un essai observationnel, une cohorte, mais avec des associations très très fortes, des intervalles de confiance très peu larges, des effets dose ranging et même la reproductibilité de résultats dans plein d'autres essais observationnels, qui peut rendre un essai observationnel de très haute qualité méthodologique, on verra après. Il faut avoir quelques réflexes dans la lecture critique d'un article, surtout rapportant l'efficacité thérapeutique d'un médicament. Il faut savoir identifier la question étudiée. C'est vraiment la pierre angulaire de l'étude. Il faut que ce soit une vraie question de recherche, pertinente dans un contexte scientifique particulier. Il faut qu'elle soit bien énoncée, hiérarchisée, et il faut qu'elle reprenne les composantes de la question PICO. P pour population, I pour intervention, C pour comparation, l'action ou le programme ou la thérapeutique dans ce cas, et O pour outcome, qui doit être mesuré par le critère de jugement principal. Et on dit en théorie que pour un essai randomisé, une étude égale une question. C'est un tout petit peu différent quand on parle de grosses cohortes qui sont très difficiles à mettre en place et qui généralement évaluent les patients dans le temps. Il faut qu'il y ait à un moment une question pour justifier la mise en place de la cohorte, mais on peut imaginer que cette cohorte permette de répondre à plusieurs questions, ce qui n'est pas le cas dans un essai randomisé, surtout essai randomisé d'efficacité thérapeutique d'un médicament. Ensuite, au long de l'article, vous êtes capable de retrouver cette structure qu'on appelle IMRD. Donc, introduction. Là, il faut que vous retrouviez bien entendu la justification de l'étude, que vous retrouviez la question sous la formulation PICO. Et à la fin de l'introduction, il faut qu'on retrouve l'objectif principal. Dans les méthodes, il faut que vous retrouviez le schéma de l'étude. Est-ce que c'est une étude randomisée, observationnelle, cas contrôle? Il faut que vous retrouviez clairement la population incluse. Quels sont les critères d'inclusion, d'exclusion?
Le lieu où a été faite cette étude, c'est important aussi par rapport aux patients inclus et la représentabilité et généralisation des résultats. Parce que ce n'est pas pareil d'évaluer l'efficacité thérapeutique d'un traitement dans un contexte de pays, par exemple en Europe de l'Ouest, où l'accès aux soins est relativement facile, versus des pays de l'Europe de l'Est, où l'accès aux biothérapies, par exemple, est beaucoup plus compliqué. Donc c'est important de savoir où a été menée l'étude. Ensuite, bien entendu, il faut qu'on soit capable de retrouver bien quelle était l'intervention et que celle-ci, on puisse la reproduire. C'est tout l'intérêt de présenter clairement les méthodes. Le critère de jugement principal, surtout principal pour les essais randomisés. Il peut y avoir des critères de jugement secondaire, mais ce qui est indispensable à retrouver clairement et bien énoncé, c'est le critère de jugement principal. L'analyse, il faut qu'il y ait une analyse statistique détaillée qui soit cohérente avec l'objectif et l'évaluation du critère de jugement principal. Et puis dans les résultats, il faut que vous soyez capable de retrouver la description de l'échantillon et les résultats du critère de jugement principal et secondaire accessoirement. Et puis il faut qu'il y ait une discussion. Alors, dans les essais thérapeutiques, il y a quelques idées clés. Un objectif égale un critère de jugement principal égale un résultat. Ça, c'est surtout vrai pour les essais qui motivent une mise sur le marché. Il y a une hypothèse d'une efficacité, d'une supériorité en général de X par rapport au traitement contrôle. L'objectif est de démontrer cette supériorité. Le critère de jugement principal est, je sais pas, par exemple, la SAS40 dans la spondylarthrite. Le traitement A doit être X fois supérieur au traitement B sur le paramètre SAS40. Et le résultat principal est, dans le groupe A, X% de patients avaient la SAS40 versus X% dans le groupe B atteignaient la SAS40. Ça, c'est l'essai randomisé contrôlé type un objectif, un critère de jugement principal, un résultat principal. Si vous ne trouvez pas cette structure, méfiance. Et on verra après, le critère de jugement principal est extrêmement important. Il faut qu'il soit objectif, ça, ok. Il faut qu'il soit pertinent, et ça, c'est un tout petit peu plus compliqué. Vous verrez dans certains essais, on verra après un exemple. La pertinence clinique du critère de jugement principal n'est pas si simple que ça. Et il faut qu'il soit reproductible, bien entendu, mais ça, il faut qu'il soit surtout cliniquement pertinent. Le traitement de référence, bien entendu, il faut qu'il soit légitime. Ce n'est pas éthique d'aller tester une chimiothérapie contre du placebo dans des essais pour le cancer de l'enfant. Mais il y a des pathologies où soit l'effet placebo est tellement variable qu'on ne peut pas estimer qu'on peut se passer du placebo, soit la pathologie est tellement peu grave qu'on peut accepter sociétalement que pendant quelques mois, il y a un traitement contre placebo du fait de la faible sévérité de la maladie. Mais ça, c'est à contextualiser maladie par maladie. Le calcul de l'échantillon est extrêmement important. Il faut qu'il soit présent dans les manuscrits. Il faut que ce calcul de l'échantillon, vous puissiez le reproduire en lisant l'article. Ça, c'est très important. Et ce n'est pas fait dans la plupart d'articles. Et c'est extrêmement important pour montrer comment a été fait le calcul et que le calcul est vérifiable. C'est l'essence de la rédaction d'un manuscrit, de pouvoir rapporter les données pour que l'expérience que vous faites, que l'essai soit reproductible par d'autres. En ce qui concerne les analyses, méfiance des analyses intermédiaires en cours d'étude, et parce qu'elles inflatent le risque alpha, et c'est pas bien. Et aussi méfiance sur les études en sous-groupe post-hoc qui n'ont pas du tout été tenues en compte pour le calcul de puissance, et donc les conclusions qu'on va pouvoir en tirer sont très limitées. Et en ce qui concerne le type d'analyse, idéalement, dans un essai randomisé, l'analyse privilégiée, c'est l'intention de traiter. Et que veut dire l'intention de traiter? L'intention de traiter veut dire analyser dans le groupe de randomisation, indépendamment qu'il y ait eu des changements de traitement au cours du temps. Et quel est l'intérêt de ça? C'est que par la randomisation, les deux groupes traitement A et B sont comparables. La seule différence entre les deux groupes, c'est le traitement qu'ils ont reçu, traitement A dans le groupe A, traitement B dans le groupe B, mais pour tout le reste, du fait de la randomisation, les groupes sont comparables. Il y a un autre type d'analyse qui s'appelle per protocole, et c'est un type d'analyse où sont analysés les patients qui ont suivi le protocole, donc qui ont reçu le traitement jusqu'à la fin. Et ça peut se faire, pourquoi pas, mais ça pose le problème de la comparabilité des groupes. Comme on a dit,
dans l'analyse par intention de traiter, les patients qui ont été randomisés dans le traitement A et dans le traitement B, peu importe qu'ils aient changé de groupe au cours du temps, ils sont analysés dans leur groupe d'origine. Et ça veut dire qu'au moins au début, les patients étaient comparables pour tout sauf le traitement. Et donc s'il y a un changement sur un outcome, sur la SAS40, sur la PCR, sur X, en théorie, la seule chose qui aura changé, c'est le traitement. Et donc cette différence pourrait être expliquée par le traitement. En revanche, dans les analyses per protocole, s'il y a eu 50 000 changements de traitement au cours du temps et que les patients ont passé d'un groupe à l'autre, à la fin, on peut se retrouver avec, je ne sais pas, par exemple, les patients les plus vieux ont passé du traitement A au traitement B, et les patients les plus comorbides ont passé du traitement B au traitement A. Et donc, du coup, on se retrouve à la fin avec des groupes qui ne sont pas comparables. Et donc, ça pose un problème. Et si les auteurs décident de faire une analyse per protocole, il faut qu'ils soient capables de démontrer que les groupes, malgré ces changements per protocole, du coup, sont comparables à la fin de l'analyse pour pouvoir les comparer. Juste un petit schéma pour vous montrer pourquoi c'est important la randomisation. Du fait de la randomisation, dans les essais randomisés, on obtient des groupes de traitement A et B. Et les patients sont comparables sur toutes les caractéristiques en principe, sauf le traitement. C'est ça qui les différencie. Et donc, si vous voyez un effet différent à l'évaluation thérapeutique, c'est qu'en principe, c'est lié au traitement différent entre les deux. En revanche, dans les études observationnelles, on a un tout petit peu ce qui se passe par protocole. Si pour une raison X ou Y, soit ce soit pour la décision du médecin, soit au cours de l'étude dans les essais per protocole, parce qu'il y a eu des effets indésirables, il y a eu des refus de participer, etc., les patients passent d'un groupe à l'autre, on retrouve des groupes qui ne sont pas comparables. Et quand on a des groupes non comparables, c'est dans les essais randomisés, dans les essais observationnels, ça s'appelle de biais de prescription. Dans les essais randomisés, c'est juste le changement per protocole. Ça pose le problème de la comparabilité des groupes et la difficulté de tirer des conclusions sur un effet thérapeutique X. Ça peut se faire, mais dans les analyses per protocole, il faut démontrer que les groupes sont comparables malgré ne pas avoir tenu compte des groupes de randomisation. Et là, on va s'attaquer directement à l'analyse critique pratique de l'exemple de l'hydroxychloroquine et le Covid-19. J'ai décidé d'analyser la fameuse étude du groupe marseillais de l'efficacité de l'hydroxychloroquine dans leur clinique, dans leur contexte, pardon. Comme vous voyez tout en haut à droite, le niveau d'évidence en théorie est modéré bas, parce que c'est des séries de cas ou cas contrôle, c'est pas très clair. Mais on va voir, on peut avoir une étude observationnelle d'une très très bonne qualité inversement. L'objectif était clair, c'était d'évaluer l'efficacité de l'hydroxychloroquine chez des patients infectés du Covid-19 comparé à un groupe contrôle. Alors quand on commence à dégrainer un tout petit peu, arrive le premier problème, c'est qu'ils énoncent que c'est une étude cas contrôle, mais au fait la sélection des contrôles est extrêmement curieuse parce qu'ils prennent comme contrôle des patients qui ont refusé de participer à l'étude ou avec des critères d'exclusion. C'est pas du tout comme ça qu'on sélectionne des contrôles. Généralement, les contrôles se sélectionnent dans un échantillon comparable, apparié au minimum par l'âge et le sexe. Et ici, il n'y a aucune notion de comparabilité. Déjà, on ne peut pas se baser la sélection des contrôles sur le refus d'un traitement, parce que le refus d'un traitement rarement se fait au hasard. Et donc, il doit y avoir des raisons derrière ce refus de traitement qui font que ce n'est peut-être pas les meilleurs contrôles. Et dans tous les cas, ils ne présentent aucune comparaison de données entre les cas et les contrôles, ce qui est très troublant. Donc déjà, on a deux groupes, on ne sait pas trop s'ils sont comparables, donc on pourra difficilement en tirer des conséquences. On pourrait s'arrêter là, ne plus continuer à analyser l'article, parce que même si on a des résultats significatifs, on ne sait pas d'où ils viennent, ces contrôles, enfin on ne sait pas quelles sont les caractéristiques qui les différencient des cas, donc c'est très compliqué d'en tirer quoi que ce soit. Donc on pourrait même s'arrêter ici dans l'analyse, mais on va continuer. N'empêche que l'intervention est bien décrite, ils décrivent bien ce qu'ils ont fait, et le critère de jugement principal, il est clair, il est facile à retrouver dans l'article, c'était d'évaluer la clairance virale, de la charge virale à 6 jours. Si on veut titiller un peu, c'est vrai que dans le protocole soumis à la NSM, etc., c'était la clairance à 7 jours, mais bon. Pour ce qui est de l'analyse statistique, il présente un calcul d'échantillon, mais au fait, c'est un peu curieux parce qu'il présente un calcul de l'échantillon nécessaire, comme si c'était un essai randomisé, ce qui n'est pas du tout le cas et probablement pas adapté parce qu'ils ont une série de cas, c'est ça qu'ils ont, le nombre de cas, il est clos. Et ce qu'ils auraient dû faire, c'est plutôt un calcul de puissance à rétrospectif
Mais quoi qu'il en soit, avec les données fournies dans l'étude, même dans les données supplémentaires, c'est impossible de reproduire le calcul qu'ils évoquent. Donc on a pris les données dans tous les sens et c'est impossible à reproduire, donc c'est un peu curieux. Et en plus, dans le calcul de l'échantillon, ils évoquent à nouveau les 7 jours au lieu des 6 jours rapportés après. C'est un peu curieux. Et si on commence à attaquer les résultats, le nombre de patients inclus est inférieur au nombre de patients estimés. Et ça, déjà, comme on disait, c'est dommage, surtout que, bon, à ce moment-là, il aurait fallu faire un calcul de puissance a posteriori, mais on n'a même pas pu le faire avec les données rapportées, comme je vous disais. Ensuite, il manque un diagramme de flux qui est important parce que c'est normalement la figure 1 de tout essai randomisé ou de toute étude pour savoir où sont passés les patients, mais ce n'est pas grave, on va le reproduire. Il y a 42 patients avec des critères d'inclusion. Et il y en a 36 avec une évaluation 6 jours. Alors, en cours de route, on a perdu 6 patients qui ne sont pas décrits, on ne sait pas ce qu'ils deviennent, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont passés, mais on les a perdus. Et puis ensuite, on se retrouve avec 26 patients traités ayant une évaluation à 6 jours. Alors, on a perdu là encore 10 patients. On ne sait pas si c'est les contrôles qu'ils évoquaient tout au début. On ne sait pas. Ce n'est pas clairement énoncé. Et ils évoquent qu'il y a 16 patients non traités qu'ils utilisent comme contrôle. Et comme je vous disais, on ne sait pas si ça fait partie des 10 patients qu'on a perdus dans le groupe traité. On ne sait pas. Dans tous les cas, le plus grave, enfin le plus curieux arrive tout de suite après, c'est que parmi les 26 patients traités, ils en excluent 6, dont 3 passages en réanimation, un décès et un effet indésirable. Alors, si on vise à évaluer l'efficacité thérapeutique, on a du mal à imaginer comment on peut exclure un outcome aussi important comme un passage en réanimation ou un décès. Dans tout essai randomisé bien fait, ces patients seraient classés en échec. Il faudrait les calculer en échec de traitement parce que certes, on n'a peut-être pas la clairance virale à 6 jours, mais on peut s'imaginer qu'un passage en réanimation peut être un surrogate, un marqueur de non-clairance virale. Et c'est très curieux de les exclure de l'analyse. Enfin, c'est méthodologiquement faux. On ne peut pas les exclure. Pourrait se discuter si jamais on les avait complètement perdus de vue. Il y a des méthodes statistiques qu'on appelle imputation en non-répondeurs qui sont faites pour pénaliser un peu le traitement, mais c'est ce qui se fait en général dans les essais randomisés de firmes. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas les exclure. On pourrait imaginer de faire des scénarios, mieux scénario possible, pire scénario possible, mais les exclure est méthodologiquement faux parce qu'on a de l'information qu'on n'est pas en train de tenir compte pour l'analyse. Et ça, c'est faux. Ça, c'est pas bien fait, c'est faux. Méthodologiquement, c'est faux. Quoi qu'il en soit, on se retrouve avec 20 patients traités avec une évaluation à 6 jours ayant reçu le traitement. Donc le résultat principal est que 14 sur les 20 patients traités pour lesquels on a une évaluation versus 2 sur les contrôles avaient un seuil indétectable et cette différence entre les deux groupes est statistiquement significative. Mais si on omet la sélection des contrôles, le fait que les échecs n'ont pas été tenus en échec, etc., il y a encore un autre problème, c'est que quand on regarde les données supplémentaires fournies dans le Supplementary Data 1, au fait, il y a des patients dans le groupe non traité, 5 patients, qui n'ont pas été prélevés et qui ont été comptés comme positifs. Et en revanche, dans le groupe traité, il y a un participant qui n'a pas été prélevé, il a été compté comme négatif, donc un peu perturbant. Donc au minimum, si on omet la sélection de contrôle et qu'on omet le fait que les échecs auraient dû, enfin les 3 passages en réanimation et le décès devraient être comptés comme échecs, les données fournies en supplementary data sont très perturbantes. Donc au minimum, il aurait fallu présenter les résultats comme 13 sur les 26, parce que nous, on n'aurait pas exclu les 6 patients, versus 2 sur les 11 contrôles, parce que si on a 5 qui n'ont pas été prélevés, ben, je suis désolée, mais on ne sait pas. Et le résultat reste significatif. Bon, le résultat, le petit p reste significatif, mais attention avec tous les biais de sélection des contrôles, de tenir en compte les échecs et de doute sur les données rapportées, même ce petit p, il n'y a aucune information sur le contrôle. Tous les biais que je viens de décrire
Ce petit p ne veut rien dire et on n'en peut absolument rien déduire de cette étude par rapport à l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Ensuite, quelques études un peu... Je voulais vous présenter d'autres études que j'ai retrouvées en préprint. Alors préprint, ça veut dire qu'elles n'ont pas été reviewées encore par les pairs, mais c'est des études qui sont disponibles au public et qui devront être reviewées et probablement publiées très prochainement. Il ne faut pas les utiliser pour la pratique clinique, ça c'est bien écrit sur leur site web, mais le protocole et les résultats sont disponibles et donc c'est intéressant. Cette étude, je vous la présente parce que pour illustrer ce que je disais tout à l'heure d'un essai non randomisé mais méthodologiquement très bien mené. C'est une étude de cohorte qui évalue l'efficacité clinique en vraie vie de l'hydroxychloroquine orale chez des patients atteints du Covid pour prévenir l'admission en réanimation ou la mort. Une étude de cohorte observationnelle de patients qui étaient hospitalisés, certains traités, certains non traités par hydroxychloroquine à la décision du médecin. Donc là, les groupes ne sont pas comparables parce que c'est des patients différents qui entraînent des décisions thérapeutiques différentes. C'est normal, c'est la base de l'étude observationnelle. Dans ce papier, les critères d'inclusion et d'exclusion sont très bien décrits. Et l'analyse statistique, elle est vraiment d'une qualité méthodologique exceptionnelle. C'est-à-dire que certes, c'est une étude observationnelle, certes, il y a un biais de prescription, enfin, c'est inhérent à l'étude observationnelle, mais la manière dont les auteurs ont bien décrit les groupes, ils ont regardé s'ils étaient comparables, ils ont fait plusieurs tests pour appliquer différentes méthodes, dont une très sophistiquée, mais qui est actuellement le gold standard pour l'évaluation d'efficacité en vraie vie, qui est le score de propension, enfin, l'application de l'inverse de la probabilité d'être traité par le score de propension, un truc très complexe, mais d'une qualité méthodologique exceptionnelle. Ils ont fait plusieurs versions en testant laquelle rendait les groupes le plus comparables possible pour tenir compte de cette efficacité. Donc vraiment, la partie de comparaison des groupes essentielle quand on veut analyser un effet thérapeutique dans une étude de cohorte, très bien menée. Et cette étude, il n'y avait pas de calcul de l'échantillon, mais c'est normal, ce n'est pas un essai randomisé, donc ce n'est pas un calcul de l'échantillon, c'est juste les patients qui sont disponibles. Ce qu'il faut s'assurer, c'est que les groupes qu'on compare sont comparables. Et ça, les auteurs ont fait un travail phénoménal avec plusieurs modèles pour s'assurer que les deux groupes étaient comparables ou devenaient comparables grâce à des méthodes statistiques sophistiquées. Et le résultat est que pour leur critère de jugement principal, il n'y avait pas de différence après pondération, après application de cette méthode statistique complexe, entre traitement ou pas traitement pour le passage en réanimation. Donc une étude de cohorte, mais avec une qualité méthodologique très élevée, et donc qui fait se dire que l'estimation qui présente doit se rapprocher du vrai effet. Et en revanche, l'autre exemple, le contre-exemple, un essai randomisé contrôlé mené en Chine, où l'objectif principal était de comparer l'efficacité de l'hydroxychloroquine sur la clairance à 28 jours de la charge virale. Alors, comme je disais tout à l'heure, il faut que le critère de jugement principal soit adapté. Et ici, il semble très peu adapté. Quand on commence à connaître un peu le coronavirus, on se dit que 28 jours, la probabilité que la charge virale soit négative à 28 jours, chez la plupart des patients, est assez élevée de manière spontanée. Donc, ils ne se sont pas mis dans la meilleure situation pour obtenir des résultats positifs. Mais bon, c'est un essai randomisé contrôlé avec le traitement qui est bien décrit. Et ils ont bien détaillé le calcul de sujets nécessaires. Il leur fallait 360 patients au total, avec 180 patients par groupe. Et le problème, c'est que déjà pour les résultats, ils ont inclus 150 patients. Donc 40% de l'échantillon est estimé, ce qui pose déjà un premier problème. Et le deuxième problème, ils n'ont pas de différence significative pour le critère de jugement principal. Mais c'était facilement anticipable. Alors se pose la question de est-ce que ça a été fait tout au début de l'épidémie, quand on avait moins de données sur la durée de la charge virale. C'est peut-être une des explications, quoi qu'il en soit. À jour d'aujourd'hui, avec les informations dont on dispose, ça semble peu pertinent. Et en plus, ils présentent quelques résultats positifs, mais c'est sur des outcomes secondaires
et sur des analyses en sous-groupe faites post-hoc. Donc méfiance sur ces résultats dont on ne peut pas en tirer grand-chose. Ça peut peut-être servir de piste pour mener d'autres essais. Mais déjà, ils n'ont pas réussi à inclure le nombre de patients suffisant pour maintenir la puissance qu'ils avaient souhaité. Si en plus on base les résultats sur des analyses en sous-groupe et en post-hoc, ce n'est pas des résultats fiables, enfin, qu'on estime près du vrai effet thérapeutique. Donc voilà un exemple d'un essai randomisé contrôlé pour l'efficacité d'un médicament, mais dont plusieurs biais empiètent un tout petit peu sur la qualité de l'évidence fournie. S'il y a quelques messages clés que j'aimerais bien vous reteniez, c'est que surtout pour l'évaluation de l'efficacité thérapeutique, une question égale une étude, surtout pour l'efficacité du médicament. Et dans ce même sens, un objectif principal égale un critère de jugement principal égale un résultat. C'est très important. Si on a du mal à retrouver le miroir de l'objectif dans le critère de jugement principal et dans le résultat, c'est qu'il y a un problème, c'est pas clair. Si c'est pas clair, on ne peut pas juger de l'efficacité tout simplement. L'échantillon se calcule, comme je vous disais, sur le critère de jugement principal. Et attention, vérifiez systématiquement que le nombre de sujets inclus est égal au nombre de sujets nécessaires estimés. Et si ce n'est pas le cas, essayez de retrouver l'explication dans le texte. Il se peut que les patients aient commencé à mourir pour des effets indésirables. Ça, c'est un argument pour arrêter un traitement, un essai. Il faut que ce soit justifié. Et dans le pire des cas, si vraiment il n'y a pas une raison de force majeure, mais c'est juste qu'on n'a pas arrivé à inclure, il faut refaire un calcul de l'échantillon pour calculer la puissance a posteriori au vu des inclusions. Et si la puissance est aux alentours de 50%, on ne peut tout simplement pas publier l'article. C'est comme ça. Juste un tout petit mot pour les études d'efficacité. Le gold standard de qualité de l'évidence, comme on a vu tout à l'heure, c'est le essai randomisé. Mais, comme je vous ai montré tout à l'heure, méfiance, ce n'est pas parce que c'est un essai randomisé que la qualité de l'évidence fournie est optimale. Il faut voir s'il y a des biais, le critère de jugement principal est adapté, etc. Et parfois, il vaut mieux un essai observationnel bien mené avec une approche méthodologique rigoureuse qu'un essai randomisé d'une qualité médiocre. Voilà, je vous remercie de votre attention et prenez bien soin de vous et de vos proches en ces temps si compliqués.